Et voici la vidéo règle de Goblins Inc., un jeu d'affrontement de robots délirants pour 2 à 4 joueurs. À partir de 13 ans, c'est un jeu de Philippe Néduc édité par Yellow. Au niveau matériel, 2 plateaux chantier de construction, 3 pions gobelins à la couleur des joueurs qui se présentent comme ceci. Donc chacun en a 3. On va en prendre un parmi les 3 qu'on va placer sur la case 0 de la piste de score. Les 2 pions restants seront attribués à chaque joueur autour de la table qui pourra pour le moment les disposer devant lui. Je vais vous présenter le jeu pour 4 joueurs car effectivement il est plutôt prévu pour être joué à 4. Après il y a quelques arrangements de règles pour pouvoir jouer à 2 ou à 3, mais nous verrons ça en fin de règle. Nous avons aussi 4 cartes promotion avec un 0 d'un côté et un 50 de l'autre. Ça servira si les joueurs parviennent à dépasser 50 points sur le plateau. Pour le moment, on va donc les laisser sur leur face 0 à côté du plateau de score. Ensuite, nous avons un paquet de cartes objectifs secrets correspondant à la couleur de chacun des joueurs. On mélangera bien ces paquets séparément. Ensuite, nous avons 3 cartes équipes. On va bien les mélanger. Et ensuite, on va en tirer une pour savoir comment seront constituées les équipes au départ. Alors, on regarde comment est faite la carte. Donc là, par exemple, comme ceci. Nous voyons que le joueur rouge et le joueur vert seront contre le joueur jaune et le joueur bleu. Ensuite, nous avons des cartes projet à dos bleu, on va bien les mélanger aussi, et on va tirer la première aussi avant de commencer la première manche, qui va indiquer comment est-ce qu'on devra construire les robots pour ce tour-là. Donc on va la placer par-dessus. Et ensuite, chaque joueur va pouvoir recevoir 7 cartes à sa couleur, des cartes objectifs. Donc chacun pioche les 7 premières cartes de son paquet et peut les regarder secrètement. En fonction de la carte projet qui a été tirée, les joueurs d'une même équipe vont placer leurs gobelins sur les cases correspondantes qui sont marquées comme ceci en blanc. Ce seront des endroits où ils n'auront pas le droit de construire pour cette partie. Les 2 équipes font la même chose avec la même carte. Par exemple, comme ceci pour l'équipe bleu-jaune. Nous avons ensuite un ensemble de 60 tuiles de construction qui seront bien mélangées et disposées au centre de la table entre les 2 équipes. On a ensuite des tuiles de blindage qui seront disposées non loin des tuiles de construction. Un paquet de cartes tactiques qui sera bien mélangé et disposé pour le moment de côté, on ne va pas s'en servir tout de suite. 5 dés noirs et 5 dés jaunes qui seront attribués à chacune des 2 équipes. 2 tableaux de commande, chaque équipe recevra aussi son tableau de commande et qui pivote comme ceci et avec une petite flèche comme cela. Pour l'instant, on mettra la flèche sur le dé avec une croix et on mettra les fusées dans le même sens que la flèche qui est à côté. Donc on distribue ça aussi à chaque équipe. Enfin, nous avons 2 tableaux de contrôle de tacticiens qui seront aussi attribués à chacune des 2 équipes. Alors, quel est le but du jeu? Eh bien, vous en doutez peut-être un petit peu, chaque joueur va tenter de construire un robot avec son partenaire pour affronter l'autre robot adverse et essayer de le détruire avant que de se faire détruire soi-même. Mais attention, les équipes vont changer en cours de jeu. Effectivement, on va effectuer 2 manches. À la première manche, on est donc avec un équipier, mais à la deuxième manche, on sera avec un autre équipier. Et les points vont être comptés individuellement pour chacun des joueurs. À la fin, c'est celui des joueurs qui aura le plus de points sur le tableau des scores qui l'emportera. Donc il va falloir peut-être parfois trahir son propre partenaire pour obtenir plus de points que lui. Nous sommes donc prêts à créer notre premier robot géant monstrueusement apocalyptique pour attaquer notre équipe adverse, en fait, qui se trouve en face de nous, mais comme nous sommes des gobelins, on va faire des constructions assez étranges grâce à ces tuiles de construction. On va donc commencer par cette phase de construction, où, à tour de rôle, les joueurs vont devoir être architectes et être constructeurs du robot. Alors, au premier tour, le premier joueur sera tout simplement celui qui a ouvert la boîte de Goblins Inc. en premier, et au second tour, et au suivant, éventuellement, si on joue en plus de tours que 2, je vous expliquerai ça tout à l'heure, ce sera le joueur qui sera le plus bas sur la piste de score qui sera premier joueur.
Alors, on va jouer simultanément avec l'équipe adverse. Donc si, par exemple, notre premier joueur est le joueur vert, eh bien, le joueur de l'équipe adverse qui se trouve en face de lui, c'est-à-dire le joueur jaune, dans notre exemple, vont être les premiers joueurs et vont débuter à être concepteurs. Alors, simultanément, ils vont tout simplement piocher 5 cartes au hasard tirées sur ce paquet. Ils vont pouvoir consulter les 5 cartes qu'ils ont tirées en les plaçant devant eux, et ils vont devoir sélectionner celles qu'ils vont garder pour pouvoir commencer à construire leur robot. Ils vont devoir garder 3 cartes sur les 5, et les 2 tuiles qu'ils ne veulent pas, ils seront obligés de les donner à leur adversaire. Les deux vont donc faire ceci en même temps. Alors attention, cette sélection se fait avec les tuiles cachées et on ne les montre pas même à son partenaire d'équipe. Donc on regarde les cartes secrètement, on choisit celles que l'on veut garder, on choisit les 2 qu'on va donner à son adversaire, lui fait de même, et lorsque les 2 équipes se sont bien échangées les cartes, hop, on passe à la construction proprement dite. C'est-à-dire que ce premier joueur et ce premier joueur, qui ont donc maintenant 5 tuiles, 3 qu'ils ont sélectionnées plus 2 données par l'équipe adverse, ils vont commencer à les placer sur leur plateau pour la construction du robot. Dès qu'ils vont commencer à construire, eh bien leurs partenaires vont devenir concepteurs à leur tour, c'est-à-dire qu'ils vont eux aussi tirer 5 tuiles, en choisir 2 qu'ils vont donner à leurs partenaires pendant que les autres construisent leur robot. Donc on ne se consulte pas non plus pendant les constructions de robots, puisque les autres sont aussi occupés pendant ce temps-là. Dès que les constructeurs ont fini de placer leurs 5 tuiles et que les concepteurs ont pioché leurs 5 et ont donné les 2 qu'ils désiraient à leur adversaire, en fait, eh bien on est reparti, c'est-à-dire que ceux qui ont été constructeurs vont devenir concepteurs pendant que les autres vont placer leurs 5 tuiles, et ainsi de suite jusqu'à ce que le robot soit terminé. Alors, nous avons vu qu'en début de manche, on a tiré une carte de projet qui nous a indiqué quelles étaient les cases où on a placé nos gobelins. Sur ces cases, évidemment, on ne peut pas placer de tuiles, donc il va falloir en placer partout ailleurs. Quelles sont les règles de construction? Eh bien, c'est assez simple. Au centre, il y aura toujours la cabine de pilotage du robot qui est déjà dessinée sur le plateau de jeu. Partout ailleurs, on peut poser n'importe quel type de tuiles, mais attention, il faudra faire en sorte, si possible, que toutes les cases en fait soient reliées par du métal à la case centrale qui est le poste de pilotage. Car effectivement, si on n'arrive pas à faire une construction, si par exemple je place ceci comme cela, à la fin de la construction du robot, malheureusement, cette tuile ne sera pas reliée au cockpit, et donc je perdrai ces 2 tuiles. Donc il faut faire attention à bien placer les tuiles dans le bon ordre. Il y a certaines tuiles comme celle-ci, en plus, qui ont du blindage de dessiné. Le blindage va permettre de protéger les 2 tuiles avec une tuile blindage. Nous allons voir tout à l'heure comment ça marche. Mais par contre, le blindage, on ne pourra pas en placer sur la tuile centrale. Donc placer une tuile comme ceci est inutile. Attention, quand un constructeur a placé en fait des tuiles à un endroit, quand c'est à l'autre joueur, à son partenaire de jouer, évidemment, il ne peut pas bouger les tuiles que son partenaire a placées. Lors de la construction, on peut très bien placer des tuiles toutes seules. Pour l'instant, elles ne tombent pas, on attend que le robot soit entièrement construit avant de voir si tout est solidaire. Alors, dans les tuiles, il y a aussi des tuiles qui ont des armes avec une petite flèche rouge comme ça qui indique dans quelle direction les armes vont pouvoir attaquer. Alors, ce qui est bien lorsqu'on construit son robot, c'est de tenter d'essayer de mettre des armes dans un petit peu toutes les directions, car effectivement, le robot va pouvoir tirer un peu partout, nous verrons cela tout à l'heure. Il y a aussi des tuiles spéciales comme ceci avec une image de dessinée. Elles correspondront à certains objectifs, nous le verrons tout à l'heure. Et il existe aussi des tuiles qui ont un moteur, et nous verrons aussi que pour bouger le robot lors de la phase de combat, eh bien, ce sera pratique d'avoir un maximum de moteurs. Alors, comme il y a 20 cases à remplir sur le plateau de jeu, vu qu'il y a toujours 4 cases qui ne sont pas disponibles, eh bien, les joueurs vont être 2 fois concepteurs et constructeurs du robot. Une fois les constructions terminées, on va donc bien regarder si tout est connecté avec le cockpit. Donc là, par exemple, nous avons cette tuile qui donne sur le vide, malheureusement, paf, elle tombe, donc on la détruit directement. On va donc la placer de côté, on ne la remet pas avec les autres, parce que tout ce qui sera tombé de notre robot sera considéré comme étant détruit par l'adversaire. Et nous le verrons tout à l'heure, il y a des cartes d'objectifs qui donnent des points en fonction des tuiles qu'on aura détruites à son adversaire. Ensuite, on va placer les tuiles blindage sur les endroits qui en présentent. Donc là, par exemple, il y a
un blindage de dessiner, eh bien ça veut dire que je vais prendre une tuile blindage et que je vais la mettre entre les deux tuiles sur laquelle en fait est représenté le blindage. Donc un ici, un là. Là par contre il y en a deux de dessiner, ce qui veut dire que je vais prendre deux jetons blindage que je pourrais disposer comme ceci entre les deux tuiles. Ici aussi il y en a deux. Voilà, mon robot va être bien blindé. Attention, si une tuile blindage donne sur une case vide ou ne donne pas sur une autre tuile, eh bien à ce moment-là, le jeton blindage ne sera placé que sur cette tuile, ne sera pas placé entre les deux, évidemment. Et si jamais un jeton blindage, donc là ce n'est pas le cas, mais donnait en fait sur le cockpit, eh bien pareil, on placerait que sur cette case-là, mais il n'y a jamais de jeton blindage de poser sur le cockpit lui-même. Ensuite, tous les gobelins vont rejoindre évidemment le centre de pilotage avant de commencer le combat proprement dit. Donc on les place tous sur la case centrale, ce qui fait que les cases libérées en fait sont des cases vides sur lesquelles il n'y a pas de construction du robot. Ensuite, toujours avant de commencer le combat proprement dit, chacun va consulter les cartes tactiques. Je vous rappelle qu'on en a distribué 7 à chaque joueur avant de passer à la construction du robot, et donc que les joueurs ont pu consulter ces cartes secrètement pendant ou avant la construction du robot. Et bien maintenant, sur ces 7 cartes, qui vont donner des points de victoire si on réussit à les faire, eh bien, on va en sélectionner que 4 que l'on va garder. Il y en aura donc 3 qui vont être défaussées et qui ne seront pas utilisées du tout. Donc, dans ces cartes, nous allons voir ce qu'il y a. Alors, tout d'abord, il y a des cartes de destruction. Ces cartes-là vont nous rapporter les points indiqués si on arrive à détruire les objets représentés chez l'adversaire. Donc là, par exemple, le tireur d'élite me donnera 3 points pour chaque ensemble de 2 tuiles marquées d'un A que j'arrive à détruire au robot adverse. Ensuite, j'ai Berserk, par exemple, qui me permettrait de gagner 1 point pour 3 tuiles détruites chez mon adversaire, quelle qu'elle soit. L'entasseur qui me permettra de gagner 4 points de victoire pour chaque ensemble, arme, moteur et dessin spécial posé sur mon adversaire, détruit. Nous avons ensuite des cartes bleues. Par contre, les cartes bleues vont être des cartes sur lesquelles sont représentés des objets que l'on va devoir avoir sur son robot à la fin du combat. Donc il va falloir les protéger. Ceci, c'est ceux qu'on doit attaquer chez l'adversaire. Ceci, c'est ceux qu'on doit protéger chez soi. Donc là, je gagnerai 2 points par exemple, tuile de blindage qui est encore sur mon robot à la fin du combat. Là, 2 points pour chaque truc comme ça qui sera sur mon robot. Là, 2 points pour chacune des tuiles qui est encore autour de mon cockpit à la fin du combat. Enfin, il existe aussi une carte pari spéciale. Effectivement, cette carte-là, vous pourrez la jouer en fait sur cette face star ou sur sa face traître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous gagnerez, si vous la mettez sur star, 4 points si vous remportez le combat. Par contre, si vous la mettez sur la face traître, vous gagnerez 4 points si vous perdez le combat. Donc là, vous allez faire exprès de perdre le combat et donc de faire un petit peu n'importe quoi. Donc vous avez toujours la possibilité de trahir le partenaire avec qui vous êtes. Donc sur cette carte, donc là évidemment il y en a d'autres, des cartes là, j'en ai pris que 7 sur le paquet qui en comporte 14 en fait, donc on en a la moitié. Donc on va choisir en fait celles qu'on désire garder, les 4 qu'on désire garder. Alors attention, les cartes que l'on défausse ne vont pas être remises dans le paquet de pioche, elles vont être remises à côté. Effectivement, à la manche suivante, on piochera les 7 prochaines cartes, mais on n'aura plus accès à celles que l'on a défaussées. Alors, le combat proprement dit va se dérouler en différentes manches, lors desquelles chaque joueur sera soit le conducteur du robot géant, soit le tacticien du robot géant. Donc, lors de la première manche, c'est le joueur qui a été le constructeur le premier, qui est le conducteur de l'engin. Il prend donc cette plaque qui lui permet de conduire en fait le robot. Son adversaire qui se trouve en face de lui est lui aussi conducteur, alors que les deux autres seront les tacticiens pour ce tour-là. Une fois le tour terminé, hop, on échange, et donc l'autre sera conducteur, alors que c'est nous qui deviendrons tacticiens, et ainsi de suite pour le combat.
Ensuite, avant de commencer le combat, on va prendre les cartes tactiques, et bien après les avoir bien mélangées, ce sont les cartes qu'on a mises de côté en début de partie, on va en tirer 3 que l'on va placer au centre du jeu, et dont on va décrire un peu les actions avant que les joueurs ne commencent le combat, de façon à ce que les tacticiens, qui auront à choisir une carte parmi celles-là, sachent un peu à l'avance qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire pour ce tour de combat. Alors on va commencer par le choix des actions, et cette action est simultanée. Tout le monde en même temps va récupérer la plaquette qui lui a été attribuée, et il va faire des choix en même temps que les autres joueurs. Quand il aura fait ses choix, il placera sa plaquette face cachée, que ce soit les plaquettes de contrôle des robots ou bien les plaquettes de tacticiens. Et lorsque tout le monde aura choisi, c'est là qu'on révélera tous en même temps, en fait, pour savoir qu'est-ce qui va se passer pendant le combat. Alors, pour le pilote, qu'est-ce qu'il va choisir? Eh bien, il va choisir si son robot va pivoter ou non grâce à cette petite flèche. Effectivement, le robot va pouvoir rester dans la même orientation, et s'il reste comme ceci, c'est sa face avant qui va attaquer l'adversaire. Ou est-ce qu'il va le faire pivoter à droite, le faire pivoter à gauche, ou lui faire faire un demi-tour pour que ce soit la face concernée qui attaque le robot adverse? Donc c'est avec ceci qu'on va le décider. Si je la laisse droite, eh bien ça voudra dire que mon robot va attaquer en face, mais par contre il aura une petite pénalité, il lancera un dé d'attaque de moins si je choisis cette action-là. Par contre, je peux choisir de faire pivoter mon robot à droite, c'est-à-dire que hop, il va tourner comme ceci, et que c'est cette face-là qui va devenir la face attaquante par rapport à mon adversaire. Mais si je décide d'utiliser ceci, cela va me coûter un moteur. Alors, les moteurs, il y a toujours un moteur déjà de base dans le robot qui se trouve dans le cockpit et qu'on ne peut pas perdre, et il y a éventuellement d'autres moteurs qui sont placés sur notre robot. Attention, par exemple, cette tuile présente 2 moteurs à la fois, donc là mon robot a 1, 2, 3, 4, 5 moteurs, et plusieurs actions vont utiliser des moteurs. Si je décide effectivement de faire un demi-tour complet à mon robot, eh bien ceci va me coûter 2 moteurs. D'accord? Donc je choisis ce que j'ai envie de faire. Donc là, par exemple, tactiquement, je pourrais compter les attaques, car effectivement, c'est le nombre de flèches qui vont être dans la direction du robot adverse, qui vont indiquer à combien de dés je pourrais l'attaquer. Donc là, nous avons une flèche, 2 flèches, 3 flèches, 4 flèches dans cette direction-là, ça voudra dire que je lancerai 4 dés. Là, par contre, dans cette direction-là, je n'ai que 2 flèches, donc je ne lancerai que 2 dés. Si je fais un demi-tour complet, j'ai une flèche là, je ne lancerai donc que 2 dés. Et si je le fais pivoter comme ceci, ici, dans ce sens-là, j'ai une flèche là, une flèche là, une flèche là aussi. Alors, on n'est pas dérangé par ses propres trucs, on imagine que c'est au-dessus ou au-dessous. Donc, 1, 2, 3... 4 pour celle-ci qui est aussi dans cette direction. Alors, nous avons vu que si je choisis l'action de rester sur place, j'aurai un dé de moins. Donc je ne lancerai pas mes 4 dés, mais je ne lancerai que 3 dés. Alors que si je pivote comme ceci, mes 4 flèches pourront être effectives. Donc ça me paraît sympathique, et je décide donc de tourner comme ceci. Mon robot va bien pivoter dans ce sens-là, et ce sont ces flèches-là qui vont se trouver en face de mon adversaire. Alors je n'ai pas le droit de consulter mon partenaire, hein. Le choix que le pilote fait est purement secret, et on n'a pas le droit de communiquer ni avec son partenaire, ni avec ses adversaires. Mais attention, le pilote n'a pas que l'orientation de son robot, il a aussi l'endroit où il va attaquer chez son adversaire. Effectivement, avec cette petite molette, je vais décider est-ce que j'attaque devant mon adversaire, est-ce que j'attaque à sa gauche, est-ce que j'attaque à sa droite, ou est-ce que j'attaque derrière lui. Effectivement, quelle que soit l'orientation de mon robot, je peux viser n'importe quel endroit de mon adversaire. Donc, est-ce que je vais lui tirer devant, derrière, à droite ou à gauche? Donc je regarde l'endroit qui m'intéresse le plus et j'essaye d'anticiper sur le mouvement que risque de faire mon adversaire, sur est-ce qu'il va pivoter à gauche ou à droite. Donc là, par exemple, en regardant un petit peu comme ça, j'ai l'impression qu'il va plutôt pivoter dans ce sens-là et m'attaquer avec ce côté-là, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de flèches dessus. Et je me dis que, allez, soyons fous, je vais faire une attaque frontale. Je vais donc décider de laisser mon objet comme ceci. Je l'attaquerai en fait devant. Donc attention, hein, là c'est à l'envers, je l'attaquerai à l'avant de son robot. Si par contre j'avais décidé de l'attaquer à droite du robot, eh bien, ça m'aurait dépensé un moteur. Pareil, si on vise à gauche. Et si par contre, je décide de lui tirer dans le dos, ça me coûte 2 moteurs.
Alors attention, il va bien falloir gérer le nombre de moteurs que l'on a. Donc là, nous avons vu que mon robot en a beaucoup, donc ça ne va pas poser de problème. Mais si jamais on indique trop de moteurs par rapport au nombre qu'on a de disponibles, malheureusement, hop, nos trucs reviendront à zéro lors du combat, et on sera obligé de tirer à l'avant du robot adverse, de ne pas bouger son robot, et en plus d'avoir la pénalité de 1 dé. Alors, en même temps, le tacticien va choisir une des 3 cartes tactiques qui ont été disposées avant la manche de combat sur le jeu. Est-ce qu'il va vouloir utiliser la capacité spéciale de la première tactique, de la deuxième ou de la troisième? Et donc, le petit triangle qu'il a en main va lui servir à sélectionner ceci. Si je choisis de placer en haut ce symbole-là avec un rond, ça veut dire je choisis la carte centrale. Si par contre je place dans ce sens-là, ça voudra dire tout simplement je choisis la carte de gauche, et si je place celle-ci, je choisis la carte de droite. Donc vraiment très simple. Donc le joueur va évidemment poser la carte face cachée devant lui comme ceci, et lorsqu'on passera à la révélation, il va la retourner comme cela pour qu'on voit la carte qu'il a choisie. Lorsque tous les joueurs ont fait leur résolution, je vous rappelle, sans communiquer ni avec ses partenaires ni avec ses adversaires, eh bien tout le monde va révéler en même temps sa petite plaquette, hop, pour savoir qu'est-ce que les deux équipes vont faire. Ensuite, on va compter le nombre de moteurs pour l'équipe adverse et voir s'il ne s'est pas trompé. Donc moi j'utilise un seul moteur pour conduire mon robot, j'en ai 5 en tout, donc aucun problème. Mon adversaire annonce qu'il utilise un moteur pour la direction et un moteur pour me viser. Malheureusement, il n'en a qu'un, il s'est planté. Donc comme nous l'avons vu, hop, on place ça à nouveau là-dessus, il aura donc un dé de pénalité pour m'attaquer. Ensuite, on pivote les robots, donc le mien pivote bien dans la direction que j'ai indiquée, donc hop, on place mon robot comme ceci, mon adversaire ne bouge pas comme il s'était trompé dans ses moteurs. Ensuite, on regarde les choix des tacticiens. Lui a choisi la carte centrale, lui a choisi la carte de gauche, il n'y a donc aucun problème car ils ont chacun choisi une carte différente. Si jamais les deux joueurs avaient choisi la même carte, à ce moment-là, c'est le joueur qui a le moins de moteurs utilisés qui l'emporte et qui gagne la carte, alors que son adversaire ne pourra pas l'utiliser. Donc autant vous dire qu'avec 3 cartes, ça arrive relativement souvent. Voilà pourquoi le nombre de moteurs est important. Donc là, j'ai utilisé par exemple un moteur, il m'en reste 4. Mon adversaire a 0 moteur d'utiliser car il s'était trompé. Il n'en a qu'un de non utilisé, donc c'est moi qui l'emporterais si on avait choisi la même carte. Mais de toute façon, ce n'est pas le cas car il avait choisi celle-ci. Alors attention, certaines cartes tactiques doivent être utilisées avant les attaques proprement dites en lançant les dés. Donc là par exemple, moi j'ai choisi une carte qui indique 2 capacités spéciales, je peux utiliser les deux, et la première est le ruban adhésif qui me permet de poser, si je le souhaite, un jeton blindage sur n'importe quelle partie de mon robot, à condition que ce ne soit pas la tuile de cockpit centrale. Donc là par exemple, je pourrais décider de protéger ce moteur. Alors attention, la tuile blindage, grâce à cette capacité, est placée que sur une tuile et non pas entre 2 tuiles. Donc là, je ne fais que protéger mon moteur avec un blindage. Les autres capacités spéciales ici ne sont pas des capacités à jouer avant le lancer de dés, donc il n'y a pas de problème. Si par contre mon adversaire avait aussi une carte lui permettant de réaliser quelque chose avant de commencer à lancer les dés, eh bien comme j'ai plus de moteurs non utilisés que lui, j'aurais eu le droit de lui dire « Ah bien vas-y, utilise ta carte d'abord et ensuite moi j'utiliserai la mienne en réaction par rapport à la tienne ». Mais si on s'en fiche, on les place en même temps pour les deux joueurs. Alors, pour l'attaque, on va évidemment lancer un dé par flèche qui pointe vers l'adversaire. Donc nous avons vu que moi j'ai tourné exprès pour pouvoir lancer 4 dés d'attaque, donc celui-ci ne sera pas lancé. Mon adversaire compte les flèches qui pointent vers moi. 1, 2, 3, 4, effectivement il y en a 2 ici. 5 et 6, normalement il devrait lancer 6 dés, mais attention, on est limité à 5 dés, effectivement on n'a que 5 dés, donc en fait il va lancer uniquement 5 dés, non pas 6, auquel on va soustraire en plus le dé qu'il a perdu car il s'est trompé et il n'a pas changé d'orientation, donc il ne lancera lui aussi que 4 dés pour cette première attaque. Ensuite on a tous les deux une attaque frontale, donc on va attaquer chacun l'avant du robot adverse.
Alors, pour plus de commodité, j'ai mis les dés de ce côté-là, mais ce sont les tacticiens qui vont lancer les dés, hein. C'est eux qui sont aux commandes des armes. Donc en fait, le premier tacticien lance, le deuxième lance aussi en même temps. Hop, ils ont fait des jets un peu pourris chacun. Voilà, 4 dés, 4 dés. Et ensuite, chacun des tacticiens va choisir l'ordre dans lequel les dés vont frapper. Mais d'abord, que vont toucher ces dés? Eh bien, ces dés vont toucher un endroit particulier du robot adverse. C'est marqué ici, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, et il y a ça sur chacune des faces du robot. Là, comme j'ai dit que j'attaquais l'avant du robot, voici les lignes qui vont être visées par mes attaques. Le D1, en fait, va toucher cette tuile-là, le D3 touchera celle-ci, le D5 touchera celle-ci. Celui-ci est un dé qui m'a fait 0, et malheureusement, il ne touchera rien chez mon adversaire. Alors, on ne va pas placer les dés comme ceci, mais on va choisir, en les mettant en ligne, quel est le dé qui va frapper en premier, celui qui frappera en deuxième, celui qui frappera en troisième et en quatrième, etc. Car, effectivement, chaque coup porté va peut-être faire s'écrouler une partie du robot, et à ce moment-là, savoir dans quel ordre les touches vont se faire peut être important. Et en plus de ça, il y a les capacités spéciales éventuelles que j'ai choisies en tant que tacticien. Donc là, le tacticien a choisi une tête chercheuse qui lui permet de changer le résultat d'un dé en le mettant entre 1 et 5 sur la face qu'il veut. Mais par contre, il ne peut pas le faire sur les dés ratés. Donc là, en l'occurrence, vous pourrez me dire peut-être, eh bien, ça serait mieux que j'essaye de toucher la ligne numéro 2, car elle permettrait de faire tomber toute une partie du robot, plutôt que de toucher la ligne 5. Donc je peux décider, en fait, de changer ce dé et de le placer sur 2. Hop, et de dire, j'attaque d'abord sur le 2 avant d'attaquer sur le reste. Évidemment, simultanément, le tacticien adverse choisit aussi l'ordre dans lequel ces touches vont frapper mon robot. Ensuite, on peut passer donc aux destructions. Alors on peut le faire simultanément, mais c'est mieux peut-être de le faire équipe par équipe, histoire qu'on ne se trompe pas. Donc là, moi, j'ai tiré par exemple sur le 2, hop, c'est cette ligne-là, je touche donc cette tuile-là. Mais attention, elle est protégée par un jeton blindage. Je détruis donc ce jeton blindage à la place de la tuile. On enlève le blindage, hop, on le met dans la réserve des pièces détruites. Hein. Attention de ne pas les remettre dans la réserve. Il faut que chaque joueur conserve en fait toutes les tuiles et tous les objets qui ont été détruits par son adversaire pour qu'on puisse compter les points en fin de manche. Ensuite, mon D1 va détruire cette ligne-là. Bang, je détruis cette tuile. Ensuite, mon D3 va tirer ici, je détruis cette arme aussi. Et voilà tout ce que j'inflige comme dégâts. Mon adversaire fait un 3. 3, c'est sur cette ligne-là. J'ai un blindage, il détruit donc mon blindage. Mais il décide d'utiliser sa dynamite qui lui fait x2 sur son premier dé. Donc son premier dé, c'est comme s'il avait fait 2 fois le chiffre 3. Donc il retape encore une fois sur le 3. Malheureusement, le blindage ne marche plus la deuxième fois. On enlève donc cette tuile qui est détruite. Et là, elle va faire se casser la figure à toute cette partie de mon robot qui n'est plus reliée à mon cockpit. Effectivement, j'avais fait une construction un peu désolante. Et malgré tout, voilà, le blindage ne sert plus à rien, puisque là, c'est carrément toute cette partie, boum boum boum, qui tombe à terre et est détruite. Aïe aïe aïe. Ensuite, il a utilisé donc sa dynamite. On passe au deuxième, c'est encore un 3. Pan, il vise à cet endroit-là, mais là, il y a un blindage. On enlève le blindage. Enfin, il a un 2 qui va donner sur cette ligne, mais comme la partie est tombée, hop, ça va venir taper ici sur mon moteur. Heureusement que je lui avais mis du ruban adhésif. On enlève cette tuile de blindage, et voilà le résultat de cette première attaque. On est reparti pour une deuxième manche d'attaque. Les anciens conducteurs deviennent tacticiens, c'est eux qui récupèrent les cartes, les autres deviennent conducteurs, voilà. Et c'est reparti, chacun choisit simultanément qu'est-ce qu'il va faire pour ce tour. Bien sûr, avant, on défausse en fait les cartes tactiques, on en tire 3 nouvelles, avant de faire les sélections pour chacune des équipes. On révèle ensuite évidemment ce qu'on a choisi. Moi j'annonce donc 2 moteurs, j'en ai suffisamment. Mon adversaire cette fois-ci ne s'est pas trompé, a choisi d'utiliser un seul moteur pour pivoter. Il pivote donc comme ceci. Hop, hop. Moi je pivote comme cela, évidemment, ou pas. En fait on essaye bien sûr de bluffer pour essayer de perturber un peu le tacticien de l'adversaire, surtout pour qu'il nous attaque au mauvais endroit. Ensuite, le tacticien a encore choisi un ruban adhésif, donc cette fois-ci, il va le placer ici sur cette tuile.
Alors pourquoi est-ce que je la place là? Parce que je ne vous ai pas expliqué comment est-ce qu'on gagne le combat, mais on va gagner le combat en arrivant à toucher le cockpit adverse. Et à chaque fois qu'on va le toucher, on va faire tomber un des gobelins qui s'y trouve, ou tuer un des gobelins qui s'y trouve. Si on arrive à tuer les 4 gobelins adverses, eh bien on remportera le combat. Voilà pourquoi il faut quand même essayer au maximum de protéger son cockpit, et voilà pourquoi on va essayer au maximum de faire des 3 avec ses lancers de dés en général pour toucher la ligne centrale. Mais on va aussi, avec les objectifs, gagner des points en fonction des parties du robot adverse qu'on détruit et de ses propres parties que l'on protège. Donc voilà, tout est possible aussi, on peut faire exprès de faire durer le combat pour s'arranger pour ses objectifs futurs. On sélectionne donc le nombre de flèches pour savoir combien de dés on lance. Mon adversaire a 6 flèches qui pointent vers moi, il lance donc 5 dés puisque c'est le maximum. Moi, malheureusement, je n'ai que 2 flèches qui pointent, je ne vais donc lancer que 2 dés. Hop, je lance mes 2 dés, mon adversaire lance aussi ses 5 dés. Ensuite, on choisit dans quel ordre. Mais attention aux capacités spéciales, moi j'avais choisi Nitro qui me permet soit de relancer tous mes dés, soit de relancer un de mes dés. Je préfère garder le 3 pour essayer de toucher le cockpit de mon adversaire. Hop, je relance celui-ci, malheureusement c'est un 0, cette fois-ci je suis obligé de l'accepter, c'était pas un très bon choix. Mon adversaire a choisi Urgence qui lui permet en fait de relancer ses dés vierges. Hop, il relance celui-là, bah, c'est pas grave, ça reste un vierge, ça ne change donc pas grand-chose. Ensuite, on choisit l'ordre. Il décide en fait de mettre un 3 en premier pour me toucher 2 fois, et ensuite de placer les autres dans ce sens-là. Moi je les place comme ceci. Mon adversaire a encore la dynamite sur sa carte, donc 2 fois le chiffre 3. Pan, le premier détruit en fait le blindage que j'avais mis, le deuxième détruit cette tuile. Je suis donc un peu vulnérable pour le moment. Ensuite, il utilise son 4 qui va donc viser cette ligne-là. Pan, il est détruit puisque le blindage a déjà été enlevé, donc du coup, bam bam, tout ça, ça tombe aussi à l'eau. D'ailleurs ça aussi, ça tombe, puisque là c'était connecté au cockpit par celle qui était sur le chiffre 3. Mon robot est de plus en plus mal. Ensuite, il tire sur le chiffre 2, donc bam, là ça enlève un des blindages qui était entre les 2 tuiles. Encore une fois le chiffre 2, bim, mon deuxième blindage. Et c'est bon pour ses dégâts à lui. Pour moi, attention, j'ai dit que j'attaquais de ce côté-ci de son robot, effectivement, donc j'attaque par là et non pas devant. Donc là, j'attaque avec mon 3, hop, arrive par là, il tape dans celle-ci qui est protégée par une défense, pan, ça enlève juste cette tuile-là. Alors attention, à chaque fin de round, il faudra vérifier que les robots soient encore en service. Alors un robot est en service, il a encore au moins un pilote à l'intérieur de son cockpit, et s'il a encore au moins une arme. Un robot qui n'a plus d'arme ne peut évidemment plus attaquer, il a donc perdu définitivement le combat, on s'arrête là, à la fin du combat. Donc là, ce n'est pas le cas ni pour l'un ni pour l'autre, on est donc reparti pour une nouvelle manche, en sachant cependant qu'un combat ne peut durer que 4 rounds au maximum. Si on arrive à la fin du 4e round et qu'aucun des 2 robots n'est désactivé, eh bien le combat prend fin quand même. Alors, comment perd-on les gobelins du cockpit? Si par exemple, lors d'un tour, mon adversaire avait réalisé ça, là il tire 3, et imaginons qu'il tire devant mon robot, pan, il touche donc le cockpit, un des gobelins va donc tomber. Attention, ce sont les gobelins du pilote de ce tour-là, puisque en fait, à chaque manche, on change de pilote, donc là, c'est le pilote de ce tour qui perd en fait son personnage, le premier. Ensuite, il y a encore un dégât de fait dans ce même tour, pan, c'est encore lui qui prend. S'il n'y a plus du pilote, eh bien, évidemment, c'est l'autre qui va prendre le 3e dégât. Si par contre on n'inflige qu'un dégât, toc, et que c'est lui qui a perdu et qu'on a changé, et qu'au tour d'après on se reprend des dégâts, et bien cette fois-ci ce sera le joueur qui est pilote de ce tour qui perdra son gobelin. Et attention, perdre ses gobelins, c'est pas bien. Évidemment, si on perd le dernier gobelin, et bien pan, le combat va s'arrêter, et ça peut arriver que les 2 robots réalisent ceci simultanément. Alors, imaginons qu'on ait terminé le combat, donc par exemple parce que j'ai perdu tous mes gobelins, ou bien que je n'ai plus d'armes sur mon robot, ou bien qu'on soit arrivé au 4e et dernier tour de combat et qu'aucun des robots n'ait été désactivé. Alors dans ce cas-là, si les 2 robots ont été désactivés en même temps, ou si aucun des 2 n'est désactivé, on va tout simplement compter le nombre de tuiles, de personnages et de blindages qui ont été détruits de part et d'autre, et celui qui a infligé le plus de dégâts à l'autre sera considéré comme étant le vainqueur du combat. Alors tout d'abord, on va compter les points pour les gagnants du combat. Effectivement, les perdants n'ont pas de points de victoire particuliers à part ceux de leurs objectifs. Donc là, j'ai perdu, je gagne rien du tout, mon partenaire non plus. Par contre, mon adversaire va gagner 2 points par gobelin
à lui qui est encore dans le cockpit, plus 1 point par gobelin de son partenaire. Donc là, par exemple, le joueur bleu ayant 2 personnages encore dans le cockpit, il marque donc 4 points pour eux, plus 1 point pour son partenaire qui en a encore un. Donc il gagne 5 points de victoire, alors que son partenaire jaune va gagner 2, 3, 4 points, 2 points pour son jaune et 1 point pour les deux bleus. On avance donc les gobelins compteurs de score sur le plateau de score correspondant. Et ensuite, on va marquer des points pour les objectifs qu'on a réalisés. Donc tout le monde va retourner ses objectifs comme ceci, de façon à ce que si quelqu'un a joué star ou traître, elle soit dans la bonne orientation. Donc moi j'en avais joué une par exemple, en star, en disant que j'allais gagner, mais malheureusement ça va pas être le cas. Et chacun va donc compter les points de victoire supplémentaires qu'il a grâce à ses cartes et grâce aux objets détruits chez son adversaire et à ce qu'il reste sur son robot. Alors, par exemple, j'avais choisi tireur d'élite qui me fait marquer 3 points pour une paire de tuiles présentant le sigle A, détruit à mon adversaire. Donc le petit A, il y en a un ici, un là et un là. Je lui ai donc détruit 3 tuiles, enfin on lui a détruit 3 tuiles comme ceci. Malheureusement, c'est par 2 que ça rapporte 3, donc je ne marque que 3 points. J'avance mon petit personnage, 1, 2, 3, sur le pourtour de score. Ensuite, nous avons Berserk où je gagne 1 point pour chaque 3 tuiles détruites, quelles qu'elles soient chez mon adversaire. Comme j'en ai détruit 9, je marque donc 3 points supplémentaires. 1, 2, 3. Ensuite, j'avais choisi l'heure qui me rapporte 2 points par tuile. Oui, évidemment, là, quand c'est dessiné comme ça, c'est les petites tuiles de blindage comme celle-ci, qui sont encore sur mon robot. Malheureusement, il n'y en a plus, ils nous ont complètement dépouillés, donc là, je ne marque 0 points. Et enfin, j'avais joué Star en disant que j'allais gagner le combat. Malheureusement, je l'ai perdu, donc je ne marque pas les 4 points. Il aurait fallu que je choisisse traître pour gagner 4 points de victoire supplémentaires. Évidemment, chacun révèle toutes ses cartes et on compte donc les points pour tout le monde, évidemment pour les gagnants aussi, donc ce qui fait qu'en général, ils vont gagner plus de points que les autres, mais ça dépend des objectifs, hein. Des fois on peut gagner. Une fois les objectifs réalisés, on va les défausser, on ne les remélange pas avec les autres cartes objectifs qu'on a vues en début de partie, on redistribue les nouvelles cartes objectifs à chaque joueur, et on est reparti pour un autre tour, en n'oubliant pas de tirer une nouvelle carte d'équipe, donc là par exemple on pourra en mettre celle là-dessous, et cette fois-ci ce serait rouge et bleu contre vert et jaune. On détruira évidemment les robots précédemment construits en remettant toutes les tuiles dans la réserve qu'on remélangera bien, et on tirera aussi de nouvelles cartes de projet pour savoir comment seront nos robots pour ce tour-ci. Donc là par exemple ce sera des Mecha Ball qui n'auront rien dans les 4 coins, donc qui vont être des robots beaucoup plus compacts. Effectivement, toutes ces cartes de projet vont vous permettre en fait de construire des robots plus ou moins puissants, avec des tours qui vont durer plus ou moins longtemps. Évidemment, quand c'est en diagonale comme ça risque de faire très très mal, donc il y a des combats qui sont très courts, d'autres qui sont plus longs en fonction des cartes que l'on tire. On finit donc la deuxième manche avec ces deux équipes, et à la fin, le joueur qui a obtenu le plus de points l'emportera. Alors normalement, une partie normale donc, se joue en 2 combats, en fait, mais on peut jouer en 3 combats, comme ça chaque joueur aura été le partenaire de chacun des autres joueurs. Par contre, évidemment, ça dure un tout petit peu plus longtemps. Alors évidemment, vous l'aurez compris, ce jeu est très bien à 4 joueurs puisqu'on est en équipe. Si vous jouez à 2 joueurs seulement, eh bien vous serez l'un contre l'autre. À ce moment-là, vous placerez quand même 4 gobelins sur les cases pour ne pas vous tromper. Vous jouerez à la fois les constructeurs et les architectes en même temps pour construire. Et puis voilà, puis c'est un affrontement juste donc pour savoir lequel l'emportera entre les 2 robots. Bien sûr, on compte quand même les cartes objectifs. Mais on ne mettra par contre que 2 de ces gobelins dans le cockpit avant de commencer le combat. Quand on joue à 3 joueurs, on va utiliser bien sûr que 3 couleurs. Lorsqu'on tirera la carte d'équipe, eh bien en fait, le joueur qui sera avec le partenaire qui ne joue pas, jouera seul contre les 2 autres. Donc en fait, évidemment, on ne pourra pas réaliser les constructions en simultané. Il faudra que le joueur construise, une équipe va faire à tour de rôle, mais par contre l'autre va tout faire en fait, de construire petit à petit son robot et de faire sa sélection de cartes. Ensuite, il jouera en fait le combat normalement, mais en choisissant aussi les 2, le tacticien et la carte de conducteur. Donc évidemment, il n'a pas de surprise, parce que évidemment, il va peut-être jouer un petit peu mieux tout seul, vu qu'il sera pas, on lui plantera pas de trucs dans le dos.
Mais par contre, voilà, en fait, ce rôle-là sera à jouer à tour de rôle. Le mieux, c'est de faire donc 3 manches cette fois-ci, pour que chacun des joueurs se retrouve en solo, puisque c'est quand même très différent de jouer en solo que de jouer avec un partenaire. Voilà donc pour Goblins Inc., un excellent jeu, alors un peu tactique, mais surtout très fun, hein, évidemment, puisqu'on joue en équipe cachée, donc c'est assez drôle qu'on se tire la bourre, qu'on se fait des pièges, effectivement, en fonction des cartes que vous avez en main, vous pouvez choisir des trucs qui vont pas forcément avantager vos adversaires. Comme on aura forcément toutes les cartes d'objectifs qui vont nous passer dans les mains, et qu'on a chacun à peu près les mêmes, on les aura peut-être pas au même moment, mais il va falloir les sélectionner correctement. Alors rappelez-vous qu'on vous distribue ces 7 cartes avant de commencer la construction du robot, donc en fait vous pouvez déjà prévoir à l'avance qu'est-ce qu'il va falloir que vous mettiez en plus dans votre robot. Donc par exemple si j'ai ces cartes là, il faudra que j'essaie de mettre un maximum de moteurs parce que je devrais les protéger, un maximum de dessins parce que je devrais les protéger, et chez mon adversaire par contre je ne sais pas trop en fait qu'est-ce qu'il va mettre, donc en fait ces cartes là ne me permettent pas de trop savoir quoi mettre dans mon robot pour pouvoir détruire chez l'adversaire. Et il faut se rappeler qu'on ne sélectionnera que 4 de ces cartes objectifs lorsque l'on jouera. Donc voilà, un jeu très fun, très marrant, avec de la programmation simultanée, et très sympa à 4 joueurs, ou à 2 joueurs, à 3 joueurs, c'est vrai que c'est un peu moins bien, enfin, à mon humble avis, donc surtout pour jouer à 4. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.